Il est 20h15 ici à Paris. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Dans France 2022, l'heure du choix spécial débat de l'entre-deux-tours. Nous serons ensemble pendant 45 minutes avec à mes côtés Ashrène Verdian. Bonsoir Ashrène. Bonsoir Claire, bonsoir à vous tous. À J-4 du second tour de la présidentielle en France, c'est le moment clé de cette fin de campagne, le débat de l'entre-deux-tours entre les deux finalistes, le président sortant Emmanuel Macron et la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen. C'est le 8e débat du genre sous la 5e République. Et ce débat, il sera retransmis bien sûr en direct sur notre antenne à partir de 21h heure de Paris. L'affiche est la même qu'en 2017, mais cette fois, le match s'annonce beaucoup plus serré. Emmanuel Macron devra défendre son bilan et préserver son avance. Marine Le Pen, elle, faire mieux qu'il y a 5 ans. Et pour vous faire vivre ce point d'orgue de l'entre-deux-tours, notre envoyé spécial Marie Schuster, qui se trouve devant les studios du Landy à la Plaine Saint-Denis, près du Stade de France. Nous serons aussi avec nos chroniqueuses Florence Vimino et Virginie Hertz pour la politique internationale. On partira aussi aux États-Unis rejoindre notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Et avec nous également en plateau, Roselyne Fèvre. Bonsoir, chef du service politique de France 24. Jean-Luc Manot, conseiller en communication et cofondateur du cabinet Only Conseil. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Et Mathieu Gallard, directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Ashrène, on va revenir d'abord avec vous sur ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. Voilà, avant de discuter ensemble des caractéristiques de ce débat, de ses enjeux, des écueils aussi à éviter pour les deux candidats. Petit tour d'horizon des réactions politiques autour de ce grand rendez-vous, mais aussi sur l'après-second tour, dans lequel se projettent déjà les candidats malheureux à la présidentielle. Le récap politique est donc signé Florent Rodeau, Shirley Sidbon et Lucille Latour. C'est l'histoire du moment de vérité de cette campagne. 5 ans après, round 2 du tant attendu débat Macron-Le Pen. La candidate du RN peut être satisfaite. Après tirage au sort, le pouvoir d'achat, son cheval de bataille, sera abordé en premier. C'est une préoccupation majeure de nos concitoyens. Marine Le Pen est la candidate du pouvoir d'achat et Emmanuel Macron a fait beaucoup de mal aux classes populaires, aux classes moyennes ou à nos retraités à qui il a désindexé les pensions de retraite. Viendra ensuite l'international. L'occasion pour le président candidat de vanter l'expérience glanée lors du quinquennat. Le président de la République aborde ce débat sereinement et avec beaucoup d'intérêt parce que c'est un moment démocratique important, parce que c'est un moment aussi de clarification. Lui aurait aimé être sur le plateau. 3e homme du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a une envie. Gagner les législatives avec un bloc de gauche uni autour des Insoumis et du coup devenir Premier ministre. L'enjeu pour Jean-Luc Mélenchon, c'est d'être Premier ministre pour pouvoir appliquer le programme qui va changer la vie des gens. Peu importe le président. Peu importe le président. Celui ou celle qui emporte une majorité aux élections législatives, c'est lui qui exerce le pouvoir. Avoir la future majorité à l'Assemblée, un souhait partagé par Marion Maréchal. Vice-présidente de Reconquête, la nièce de Marine Le Pen lance un appel, une grande coalition des patriotes, du RN au LR en passant par Debout la France. Tout simplement pour imposer une cohabitation à Emmanuel Macron. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, peut-être historique d'ailleurs, de pouvoir emporter, si nous sommes ensemble, une majorité au moins relative, si ce n'est absolue. Voilà, que c'est possible, nous avons fait des projections. Future alliance ou pas, en cas de victoire de Marine Le Pen ce dimanche, il y aura rapprochement avec le parti d'Éric Zemmour. Il y aura évidemment des gens de toute tendance, y compris des gens de Reconquête qui participeront à cette nouvelle majorité présidentielle, parce que ce serait illogique et totalement aberrant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Et en attendant les législatives, c'est surtout le second tour qui préoccupe Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, les deux finalistes sont maintenant arrivés dans les studios du Landy à la Plaine Saint-Denis, près du Stade de France, lieu choisi pour sa neutralité, où le déroulé de ce débat a été minutieusement planifié. On rejoint sur place notre envoyé spécial Marie Schuster. Bonsoir Marie. Ce débat d'entre-deux tours est donc extrêmement codifié, organisé à la seconde près.
Oui, effectivement, à Chennes, nous venons de voir arriver Marine Le Pen et Emmanuel Macron un petit peu avant 20h. Ils étaient accompagnés de leur soutien. Ils ont maintenant rejoint leur loge pour se mettre dans l'ambiance de ce débat, si j'ose dire, avant 21h. Alors, parmi les soutiens, nous avons vu Emmanuel Macron arriver avec sa femme Brigitte. Nous avons également vu François Bayrou ou encore Gabriel Attal. De son côté, Marine Le Pen avait pour soutien Jordan Bardella. Alors effectivement, vous l'avez dit, ce débat est extrêmement codifié. Un plateau où sont intervenus 300 techniciens, pas moins de 16 caméras. Les deux candidats devraient se faire face à 2,50 m l'un de l'autre. Ils auront les yeux rivés sur un moniteur qui pourra leur indiquer le décompte de leur temps de parole. Codifié, vous disais-je, car tout a été objet de négociation, de l'intensité lumineuse sur le plateau jusqu'à la température sur le plateau qui a été dite à 19 degrés. Nous avons deux candidats qui se sont longuement préparés, qui ont âprement négocié, notamment aussi sur certains détails techniques, négocier la présence de leurs réalisateurs qui sont aussi leur soutien. Un réalisateur, Jérôme Revon, pour Emmanuel Macron et Philippe Ballard pour Marine Le Pen, qui veilleront à ce que les négociations en termes de plan de coupe soient respectées, car je vous le rappelle, aucun plan de coupe les montrant en train de boire de l'eau, par exemple, ou de regarder leurs fiches n'est autorisé. Le réalisateur de ce débat, Didier Frolly, sera donc très contraint par l'exercice. Contraint aussi les journalistes placés à 4 mètres de ces deux candidats qui n'auront pas droit de suite puisqu'ils n'auront pas droit de poser des questions sur les déclarations antérieures à ce débat aux deux candidats. C'est donc un débat qui se présente très aseptisé, mais bon, c'est aussi un débat de l'entre-deux tours qui est très attendu par les électeurs, des électeurs qui attendent un peu de spectacle et donc qui attendent aussi un certain nombre de punchlines qui pourraient faire basculer l'élection. Merci beaucoup Marie pour vos précisions depuis la Plaine Saint-Denis. Marie Schuster qu'on retrouvera tout à l'heure. Juste avant ce débat, Roselyne Febvre, on n'en a pas parlé avec Marie, mais il y a eu un tirage au sort pour les thèmes qui vont être abordés en premier. Lors de ce débat, c'est le pouvoir d'achat qui sera le premier thème. Ça va plutôt être en faveur de Marine Le Pen. C'était un thème central dans sa campagne. Alors il ne s'agit pas d'être la première à en parler, mais en tout cas c'est vrai que c'est un sujet sur lequel elle est à l'aise. Et non seulement à l'aise, mais c'est un sujet qu'elle a préempté déjà depuis le mois de septembre. Et ce qui a fait en quelque sorte le succès, si je puis dire, de sa campagne, puisqu'elle a fait une campagne plutôt remarquée, en tout cas une bonne campagne, mais ça risque peut-être de se durcir puisque le deuxième thème sera la politique étrangère. Et on en reparlera voilà. Tout à l'heure. Et juste ce que je voudrais rajouter, c'est que même si elle est à l'aise sur le sujet, elle va sans doute être interrompue par Emmanuel Macron sur peut-être les propositions avec lesquelles il ne sera sans doute pas d'accord. Mathieu Gaillard, ce débat de l'entre-deux tours, c'est au final une confirmation, disons, de la dynamique de campagne déjà préexistante, ou ça peut être aussi un moment de bascule, un moment charnière? Historiquement, il y a un seul débat qui a véritablement fait bouger l'opinion publique, c'est le débat de 2017. Juste avant ce débat, Emmanuel Macron était largement en tête déjà, mais autour de 60% des intentions de vote. Dans les quelques jours suivants, il était à 63 et au final, il a été élu avec 66% des voix. Donc clairement, le débat de 2017 n'avait pas changé la donne puisque Emmanuel Macron, de toute manière... Finalement, ça ne fait que renforcer la position des électeurs, ce débat. Alors, généralement, en fait, c'est plutôt le cas. Effectivement, un débat, ça ne fait pas beaucoup changer, ça fait pas changer d'opinion beaucoup d'électeurs, ça les renforce dans leur prédisposition. Là, on le voit, nous, dans nos enquêtes, on a à peu près 10 à 15% des électeurs qui disent être indécis. Voilà, c'est évidemment ceux-là que les deux candidats vont chercher à convaincre, mais c'est peu probable que ça change vraiment radicalement la donne. Jean-Luc Manot, on l'a vu, tout est millimétré ce soir, tout a été organisé par les deux équipes de campagne. Tous les détails vont être importants ce soir? Ça va quand même être le fond qui va être important, mais c'est vrai que tout dans un débat de cette nature, tout compte. Mais
il va y avoir un vrai affrontement sur les idées, sur le projet. C'est pour ça que il ne faut pas trop préjuger, surtout prendre des risques à 30 minutes en disant le tirage au sort, c'est le pouvoir d'achat en premier, donc c'est bon pour elle. Et bon, il y aura un débat. L'objectif de ce soir, c'est d'essayer de convaincre un certain nombre d'électeurs indécis. Ils sont d'ailleurs moins indécis de savoir s'ils vont voter pour Marine Le Pen ou pour Emmanuel Macron que de savoir s'ils vont aller voter ou pas voter. Car pour Emmanuel Macron, l'enjeu, c'est que cette réserve de voix mélanchoniste, qui aujourd'hui s'interroge... Qui a fait plus de 20%. Qui a fait 22%, s'ils vont aller voter ou pas. Donc, c'est parler à l'ensemble du public, mais essayer de rassembler cela avec... Finalement, deux enjeux. Pour le président, conjurer le risque d'arrogance et pour Marine Le Pen, conjurer le risque d'incompétence. Il y a un certain nombre de Français qui attendent véritablement ce débat de l'entre-deux tours pour se décider. Oui, il y a toujours, mais il y a même des gens qui ne seront pas décidés après le débat, puisque je parle sous le contrôle de notre ami sondeur, spécialiste des sondages. Il y en a ce qu'on appelle les électeurs qui se déterminent dans l'isoloir, quasiment, sur le chemin du bureau de vote, avec des gens qui se déterminent, on le calcule, de plus en plus tard dans l'élection. Donc oui, il y a des gens qui sont indécis. C'est pour ça que ce débat a évidemment une valeur importante, même si on ne connaît pas de bascule, ce qui vient d'être dit de bascule. Le seul débat qui a fait dans l'histoire une bascule, il n'était pas en France, il était aux États-Unis dans les années 60. C'est un débat entre Richard Nixon et on va y John revenir Fitzgerald justement un peu plus tard. À la télévision, c'est pour ça que ça compte, alors qu'il n'était pas donné gagnant, Kennedy, à la radio, puisque c'était diffusé par ces deux moyens. Et on en parlera avec notre correspondant aux États-Unis. En attendant, on va écouter tout de suite les paroles de quelques Français, savoir ce qu'ils attendent justement de ce débat d'entre-deux tours. Aucun débat ne m'a fait changer mon idée de départ, on va dire. Voilà. Le débat de ce soir, je ne pense pas qu'il aura grand impact. Ou alors, si quelqu'un va vraiment à la faute, peut-être, ça aura de l'impact. Mais je pense que normalement, les électeurs, ils doivent savoir pour qui voter à quelques jours. Ça peut me faire changer d'avis, peut-être. Parce que j'écoute en ce moment, ce que tout le monde écoute. J'écoute bien, je fais attention à ce qu'ils disent aussi. Quelque chose qui pourrait renverser le vote, j'en doute pour l'instant. Moi, j'ai plutôt ma conviction. Elle est plutôt faite pour l'instant. Mais pourquoi pas quelque chose, une révélation. Bon, on vient d'entendre ces Français, ça ne va pas changer grand-chose, finalement, ce débat. Non, je ne pense pas. Ça a été dit sur 2017. C'est vrai que quand il y avait un tel accident, on va dire, industriel de la part de Marine Le Pen, là, ça a changé la donne. Là où je suis peut-être plus nuancée, c'est que je ne sais pas si vraiment, alors qu'il y a deux visions vraiment antinomiques de la frange, je me demande s'il y a quand même encore de l'hésitation. Soit les gens ne vont pas aller voter parce qu'ils vont dire, dans le fond, que c'est entre la peste ou le choléra, soit il y a ceux qui veulent voter Macron, ils iront voter Macron, et de toute façon, chacun a son pôle d'adhésion, on va dire. Donc il peut y avoir dans l'isoloir une espèce de pulsion de dernier moment? Je ne suis pas sûre, parce que les choses sont trop antagonistes pour faire un vote de pulsion dans l'isoloir. Alors on l'évoquait justement à l'instant, aujourd'hui c'est le match retour de 2017. À l'époque, l'exercice, on l'a dit, avait été totalement raté par Marine Le Pen, et on va voir tout de suite une séquence de l'époque et on en reparle tout de suite après. Je vous dis juste une chose. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de votre parti. Ils sont sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême droite. Les envahisseurs. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Vous êtes jeune à l'extérieur, mais vieux à l'intérieur, parce que vos arguments ont le double de votre âge. Vous venez encore de montrer à quel point vous êtes indigne. Faire des fusions-acquisitions, ça vous savez très bien faire. Madame Le Pen. Il n'y a aucun problème. Vous êtes en train de lire une fiche qui ne correspond pas au dossier que vous avez cité. Il y en a un qui fait des téléphones, et l'autre, ça n'a rien à voir. Il fait à la fois des turbines et du matériel industriel. Voilà, séquence difficile pour Marine Le Pen. Il y a 5 ans, Jean-Luc Manot, cette fois, est-ce qu'elle est mieux préparée, Marine Le Pen? On sait que ses équipes ont dit qu'elle est partie se mettre au vert. Elle s'est entraînée également avec un énarque. Oui, elle est sans doute mieux préparée. Elle a, en commençant ce débat, une forme de petit avantage.
c'est que tout le monde se dit que ça ne peut pas être pire que la dernière fois. Elle ne peut pas être plus mauvaise. Et donc, c'est un avantage parce que ce soir, quand les commentaires auront lieu, il y aura forcément un petit satisfecit. On dira, regardez, c'est quand même mieux que la dernière fois. Donc ça, c'est un avantage réel. Elle a un inconvénient aussi au démarrage de ce débat. C'est que quand vous êtes mené, c'est comme au foot. Quand vous êtes mené et que le résultat n'est pas à votre avantage sur le papier, comme le donnent les sondages, le match nul ne vous suffit pas pour gagner. Donc la logique, c'est de prendre un risque. Ça veut dire d'essayer d'aller marquer le but dans le camp adverse, et vous risquez donc de vous prendre un contre. Enfin, je ne suis pas spécialiste de foot, mais à peu près tout le monde sait ça. Si on sort de ce débat ce soir en disant « ça n'a pas fait bouger les lignes », Marine Le Pen aura perdu pour la deuxième fois. Et donc, il faut bien qu'elle prenne à un moment donné un risque. Donc ça, c'est un danger. Et Mathieu Gallard, sur quel thème elle pourrait sortir son épingle du jeu, justement, Marine Le Pen ? Fondamentalement, ce qui a fait le succès de Marine Le Pen au premier tour, c'était la proximité, avec une campagne donc sur le terrain, axée sur le pouvoir d'achat, qui est la première préoccupation des Français. Et donc ça l'a aidé. Ça l'a aidé à écraser la concurrence sur sa droite d'Éric Zemmour, et ça l'a aidé à obtenir un meilleur score qu'en 2017, que ce soit en voix ou en pourcentage. Mais il reste quand même deux handicaps majeurs pour Marine Le Pen qui expliquent, à mon avis, pourquoi elle reste distancée. Le premier, c'est que pour toute une partie de l'électorat, notamment de l'électorat de gauche, le Rassemblement national, ça reste un parti qui est perçu comme un parti raciste, un parti antidémocratique. Et ça, il va falloir qu'elle continue. Elle a quand même élargi son socle électoral. Bien sûr, elle l'a élargi, mais on voit malgré tout que ça ne suffit pas encore, a priori. Donc il faut continuer justement à adoucir son image personnelle et l'image de son parti. Et puis pour un électorat peut-être davantage établi, peut-être davantage à droite, l'électorat de Valérie Pécresse, il y a toujours ce procès en incompétence qui est fait à Marine Le Pen. Ok, elle est peut-être crédible sur l'immigration, l'insécurité, mais en revanche, sur les enjeux économiques et sociaux, non. Et donc, je pense que c'est sur ces deux dimensions qu'elle doit vraiment faire ses preuves ce soir. On va faire un petit peu d'histoire. Voilà, on a évoqué il y a quelques instants le débat de 2017. On va maintenant retourner un peu plus loin dans le passé pour évoquer les autres débats d'entre-deux tours qui ont marqué les esprits, des moments qui restent souvent dans la mémoire collective des Français, avec des petites phrases, des pics restés dans les annales. Et on en parle ce soir avec Florence Vimino. Bonsoir Florence. Tout d'abord, vous nous avez concocté un petit best-of des précédents débats. Tout à fait, on va commencer avec le premier débat qui a lieu le 10 mai 1974, une confrontation donc entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand qui dure 1h41 très précisément. Donc avant ce match télévisé, les sondages placent les deux hommes au coude à coude pour la victoire finale, mais une petite phrase fait pencher la balance. Écoutez. Bon déroulement du débat. Comme vous nous l'avez demandé. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. Vous n'avez pas, Monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. J'ai un cœur comme le vôtre qui bat sa cadence et qui est le mien. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et on en parle encore aujourd'hui, Florence. Le débat télévisé, c'est l'occasion de briller oralement pour les candidats. Tout à fait, c'est un marqueur d'intelligence et qui est surtout apprécié ici en France où la joute verbale est vraiment appréciée. Donc si François Mitterrand a lui-même avoué être déstabilisé par ce punchline du monopole du cœur, il a eu sa revanche lors du match retour avec Valéry Giscard d'Estaing, c'était en 1981, et il a surtout brillé lors du débat de 1988 face à son Premier ministre Jacques Chirac avec cette pic devenu célèbre. Écoutez. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et le débat suivant entre Jacques Chirac et Lionel Jospin est moins tendu entre les deux finalistes que lors des précédentes éditions, avec peu de pics et peu de petites phrases. Tout à fait, le débat de 1995 a souvent été qualifié de courtois, voire
ennuyant même. 2002, il faut savoir, c'est l'exception parce que Jacques Chirac refuse de débattre avec Jean-Marie Le Pen entre les deux tours de la présidentielle. Donc il faut attendre 2007 pour le retour de la tension en plateau et les petites phrases. C'est la première fois qu'un débat a lieu entre un candidat, Nicolas Sarkozy, et une candidate, donc Ségolène Royal. Un débat particulièrement vif. Écoutez. Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous et les parents. Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement. Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines. Et 5 ans plus tard, Florence, Nicolas Sarkozy se retrouve face à François Hollande pour un débat qui là bat le record de la durée. Voilà, 2h50 très précisément, dans une séquence de 3 minutes 30 où François Hollande répète 15 fois une anaphore. On ne va pas vous faire écouter les 3 minutes 30. Écoutez cet petit extrait. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Je ne recevrai pas les parlementaires de la majorité à l'Élysée. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Moi, président de la République, je ne participerai pas à des collectes de fonds pour mon propre parti, dans un hôtel parisien. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Merci beaucoup Florence pour ce petit retour en arrière sur l'histoire donc des débats de l'entre-deux tours sous la Ve République. Alors Jean-Luc Manot, ces petites phrases, finalement, c'est ce qu'on retient de tous ces débats. Est-ce qu'elles sont improvisées, on se demande, ou est-ce que elles sont préparées? Est-ce qu'il y a de la place finalement pour l'improvisation dans ce type d'exercice? Oui, elles sont pour une part préparées. L'anaphore, par exemple, de François Hollande est préparée. Si vous me permettez juste une indice, c'est que quand c'est très bon, ça a un danger, c'est que c'est très cruel après quand on fait le bilan. Quand on regarde, parce que quand on a une formule qui dit « je vais faire ça » et qu'on le dit excellemment, les gens ont tendance à le croire. Quand vous faites le bilan 5 ans après, c'est parfois d'une cruauté terrible. Mais au-delà de ça, pour répondre à votre question, oui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect de ce qui est préparé, ce qu'on appelle la punchline préparée. Et puis, il y a ce qui est encore bien plus fort. C'est ce qui vient naturellement, c'est-à-dire la réactivité, la capacité à sortir un uppercut en réaction à un moment donné. Et ça, c'est évidemment ce qui est plus fort, parce que ce qui est naturel, ce qui ne sent pas le travail, ce qui paraît authentique, est évidemment plus fort que tout le reste. Et autant l'idée, François Mitterrand était préparé dans la phrase qu'on a entendue tout à l'heure à ce que Jacques Chirac lui dise on est à égalité. Mais pas que sous cette forme-là. Et donc, il a la bonne formule qui, par définition, ne pouvait pas être préparée puisque c'est une riposte à une phrase qui est donnée et elle est cinglante et elle marche très bien là-dessus. Donc voilà, il y a cette part-là. C'est pour ça que le conseil qu'on donne en tant que conseil en communication aux candidats qu'on peut épauler ici ou là, c'est d'abord dormez avant d'aller au débat parce qu'il faut être en pleine forme, il faut être vif et il faut être concentré. Roselyne, un bon débat au final, c'est quoi ? Un bon débat, c'est beaucoup d'ingrédients, c'est ce que vient de dire Jean-Luc. C'est aussi du fond et de la forme, c'est aussi des petites phrases mémorables, ce qu'il n'y a pas eu en vérité en 2017 pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, peut-être son tort, ou en tout cas son échec, c'est de ne pas être resté dans les archives de l'INA, en quelque sorte. Marine Le Pen, oui, elle y est avec son geste lunaire, ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été en défense. Alors, il avait fait des touches d'humour lorsqu'il lui reproche de confondre les téléphones et les turbines. Donc, son rôle, à lui, c'est de la mettre à chaque fois en difficulté. Et dans le fond, il n'a même plus besoin, à un moment donné, de faire des punchlines, puisqu'il la voit couler en direct. Donc... C'était un peu trop facile pour lui. J'ai envie de dire, c'était un peu facile. Oui, fastoche. C'était fastoche. Elle se coulait toute seule. Elle était noyée dans ses fiches. Voilà, il avait à la limite besoin de ne rien faire et que de se baisser pour récolter. Vous avez raison. D'ailleurs, les gens qui ont participé à la préparation de ce débat, aux côtés d'Emmanuel Macron, le soir, ils sont ravis parce que leur champion a gagné, mais ils sont déconfits complètement, parce qu'ils disent on a travaillé pour rien. Il n'a pas eu besoin d'utiliser. De toute façon, elle a fait le show en négatif, donc il n'y avait pas besoin d'y aller.
En tout cas, ce soir, Emmanuel Macron va devoir quand même défendre son bilan. Et le débat de ce soir, c'est quand même ce qu'on attend au final depuis le début de cette campagne. Oui, c'est sûr que c'est un moment extrêmement important. Enfin, c'est un rituel désormais démocratique qui est bien installé en France. On l'a dit tout à l'heure, à chaque élection, sauf à celle de 2002. Et on voit d'ailleurs que quand on interroge les Français sur la manière dont ils sont renseignés sur les programmes des candidats, leurs idées et leur vision plus largement du pays, dans les enquêtes, à quel point ces débats, c'est des moments extrêmement importants. Même si il y a quand même un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que les audiences ont tendance à descendre. Je regardais... En 1988, le maximum, c'était 30 millions de personnes qui avaient regardé le débat. En 2017, c'était 16 millions. Donc on verra ce que ça donne ce soir et quel impact donc ça peut avoir. Est-ce que Alors, j'aimerais qu'on revienne maintenant sur les thèmes qui seront abordés. On va en continuer à en débattre après. Sur les thèmes qui vont être abordés ce soir, on a parlé du pouvoir d'achat au début de cette émission. Il va aussi être question de politique internationale, bien sûr, un thème incontournable en pleine guerre en Ukraine. On va en parler avec vous. Virginie Hertz, bonsoir. Emmanuel Macron va attaquer, bien sûr, Marine Le Pen sur la Russie. Marine Le Pen qui prône un rapprochement stratégique avec Moscou une fois la guerre en Ukraine terminée. Oui, absolument. C'est la faille qu'il risque d'exploiter, qui a été d'ailleurs exploitée largement déjà avant le premier tour par l'entourage d'Emmanuel Macron. Et une photo en particulier qu'on va peut-être voir, cette rencontre de Vladimir Poutine avec Marine Le Pen. C'était en 2017. Elle était à l'époque déjà en campagne, avait sollicité cet entretien pour se donner une stature de femme d'État. Et à l'époque, elle confiait à la BBC qu'elle se sentait être sur la même ligne que Vladimir Poutine, ainsi que deux autres dirigeants populistes qui étaient à l'époque Donald Trump et Narendra Modi, le chef d'État indien. À l'époque, en 2017, le Rassemblement national avait aussi sollicité des prêts bancaires en Russie, comme le Front National l'avait fait en 2014. Alors, évidemment, aujourd'hui, Marine Le Pen tente de se démarquer de cette proximité. Elle dit que, la page a été tournée, mais ça reste quand même véritablement un poids. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des prêts bancaires ont été demandés, non pas en Russie, mais en Hongrie, à une banque proche, dont les dirigeants sont proches de Viktor Orban. Viktor Orban, qui, en Europe, apparaît comme l'incarnation du dirigeant populiste, qui est en bras de fer permanent avec l'Union européenne, qui incarne les démocraties illibérales et que Marine Le Pen est allée visiter en octobre dernier. Et elle se dit sur la même ligne que lui, notamment sur les questions d'immigration. Et Marine Le Pen, elle, s'apprête à attaquer Emmanuel Macron sur son bilan avec, en quelque sorte, pour message, il s'est beaucoup agité, mais il n'a pas obtenu grand-chose au final. Oui, absolument. En fait, Marine Le Pen estime que Emmanuel Macron a contribué au déclin de l'influence française sur la scène internationale, non seulement en raison de sa méthode, de son style, mais aussi de sa vision qu'elle estime moralisatrice des relations internationales. Et d'ailleurs, dans son discours de politique étrangère, il y a quelques jours, elle y a fait allusion en disant qu'il ne fallait pas, je cite, juger à travers les lunettes myopes de l'idéologie et qu'il fallait comprendre la géopolitique des nations sans la condamner d'emblée. Ce qu'elle critique, c'est ses coups de com', ses coups d'éclat, comme quand, par exemple, Emmanuel Macron se rend au Liban, voir la société civile enjoignant les dirigeants à essayer de s'entendre. Ça n'a pas eu véritablement d'effet. Lors du G7, il a fait venir le ministre des Affaires étrangères iranien pour essayer d'obtenir un accord sur le nucléaire. Ça n'a pas eu d'effet. Et dans le pire des cas, ça a un effet. Ça peut être un échec. Et je pense notamment à la perte des contrats qu'on appelait les contrats du siècle, les 12 sous-marins qui devaient être vendus à l'Australie pour une valeur de 56 milliards d'euros, qui a été rompu au dernier moment par Canberra, qui a été raflé par les Américains sans que Washington ne prévienne Paris par avance. Donc, c'est certainement des dossiers qu'elle va aborder. Clairement, ce sont deux visions du monde, Virginie, qui vont s'affronter ce soir. Oui, absolument. Alors, il y a un point commun quand même entre les deux candidats, c'est leur vision de la place de la France dans le monde. C'est une vision de grandeur. Ils estiment que la France, en tant que, pour des raisons historiques, mais aussi parce que c'est une puissance nucléaire qui a un siège permanent au Conseil de sécurité, a un rôle singulier à jouer sur la scène internationale. Maintenant, comment y parvenir ? Effectivement, les méthodes sont radicalement opposées. Vous avez d'un côté
côté, Marine Le Pen qui dit, qui fait référence au concert des nations et qui, comme référence historique, a le traité de Westphalie de 1648. Elle en avait parlé dans son discours de politique étrangère. C'est un système qui est de la coopération de nations souveraines. Et de l'autre côté, vous avez Emmanuel Macron, lui, qui veut plus d'Europe, plus d'intégration européenne, quitte à avoir un transfert de souveraineté à des instances supranationales. Vous avez le multilatéralisme du côté d'Emmanuel Macron, le bilatéralisme du côté de Marine Le Pen. Finalement, là où ils s'opposent, c'est de savoir est-ce que la France sera plus forte seule, d'un côté, c'est ce que pense Marine Le Pen, ou bien intégrée et alliée avec d'autres nations. Merci beaucoup Virginie pour cet éclairage donc, sur le programme des deux candidats concernant la politique étrangère. Roselyne, la politique étrangère, c'est clairement le symbole de l'opposition aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Oui, déjà sur l'Europe aussi, beaucoup, parce que Emmanuel Macron est un fervent européen. Il avait d'ailleurs commencé... Les Européens ont peur de Marine Le Pen. Les Européens ont peur de Marine Le Pen. C'est pas qu'ils en ont peur, oui, c'est qu'ils sont attachés, une bonne partie des Français est attachée à l'Europe. Et alors, elle avait changé d'avis en 2017, mais là, on voit bien qu'elle veut diviser par 3 le budget, la contribution européenne. Donc pour Emmanuel Macron, c'est en quelque sorte, il risque de lui faire le reproche d'une Europe à la carte, c'est-à-dire de ne pas respecter les traités. Alors qu'en plus, je crois que le budget pluriannuel européen est voté jusqu'en 2027. Donc comment explique-t-on qu'on divise par 3 notre contribution à l'Union européenne? Il va falloir qu'elle nous explique. Et je pense que là-dessus, ça va être un sujet entre les deux candidats. Mathieu Gallard, est-ce que ce thème de la politique étrangère de la France intéresse vraiment les Français, finalement, dans ce débat ? Traditionnellement, c'est vrai que ça joue pas un rôle très important aux yeux des Français. Après, aujourd'hui, on est dans une situation quand même extrêmement spécifique avec cette crise en Ukraine. Et c'est vrai que Emmanuel Macron va probablement tenter de rattacher Marine Le Pen à Vladimir Poutine. Déjà parce que Vladimir Poutine, c'est une figure qui désormais est vraiment repoussoire dans l'opinion française. Et puis plus largement parce que ça permettrait de la réancrer vraiment dans l'extrême droite et donc de réactiver le Front républicain. Parce que derrière le nationalisme de Poutine, il y a aussi un autoritarisme extrêmement fort, un conservatisme sur les valeurs morales, sur les droits des minorités, etc., qui est extrêmement fort aussi. Et donc ça permettra de montrer finalement que la vision plus large, la vision du monde de Marine Le Pen, c'est la même que celle de Poutine et c'est une vision d'une droite extrême. Et on va prendre justement la direction de l'étranger qui a été une source d'inspiration pour la France concernant justement ce débat d'entre-deux tours. En France, la tradition, on l'a dit, a démarré en 1974, mais 14 ans plus tôt aux États-Unis avec ce fameux duel Nixon-Kennedy que vous évoquiez tout à l'heure, entré dans les annales. On en parle avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Les États-Unis ont donc inspiré la France concernant cet exercice périlleux du débat d'entre-deux tours. Oui, ici aux États-Unis, le débat de la présidentielle regroupe traditionnellement des dizaines de millions de téléspectateurs. C'est un rendez-vous incontournable, donc tous les 4 ans, et ce depuis que, vous l'avez dit, la télévision s'est installée dans les foyers américains. C'était en 1960. À l'époque, le duel opposait Richard Nixon, que vous venez de citer, à un jeune espoir de la politique américaine, John Kennedy. Et cet épisode, il est vrai, probablement celui qui a figé définitivement le débat télévisé dans la légende des élections présidentielles, puisque John Kennedy, contrairement à son rival, avait compris l'influence de ce nouveau média de l'époque sur les consciences des citoyens, en tout cas. Sa performance a été bien meilleure que celle de Richard Nixon, on le sait, et a clairement participé à lui donner la victoire. Autre exemple qui a marqué les Américains, en 1976, cette fois, quand Gerald Ford, probablement mal préparé, avait sidéré le public américain, ni plus ni moins, en affirmant en pleine guerre froide, déjà, la Russie, que l'influence soviétique en Europe de l'Est, était un problème mineur, je cite. En 1984, Ronald Reagan, cette fois bénéficiant certainement de l'expérience de ses prédécesseurs, était quant à lui apparu comme maîtrisant l'exercice, probablement aidé un peu aussi par son passé d'acteur. Et enfin,
Plus récemment, on se souviendra bien entendu de la grande dextérité de Barack Obama, mais aussi du duel sanglant entre Donald Trump et Hillary Clinton en 2016. Donald Trump, qui dans un tout autre registre était également un homme de télévision, s'était présenté en difficulté face à sa rivale au moment où la presse faisait, on s'en souvient, ces choux gras d'embarrassantes affaires de mœurs. Le milliardaire avait alors choisi l'offensive face à Hillary Clinton en révélant ce qu'il présentait comme une succession d'affaires qui, il est vrai, ont pénalisé la candidate jusqu'à sa défaite, on s'en souvient également. Mais attention, s'il faut faire une comparaison avec la France, je dirais que la seule qui vaille, c'est qu'il reste extrêmement difficile de déterminer dans quelle mesure le débat présidentiel a un effet déterminant ou non sur l'issue du scrutin. Lorsqu'on interroge les Américains ici, peu avant qu'ils se rendent aux urnes, une majorité d'entre eux affirment encore que leur choix était fait avant le débat. Merci beaucoup Mathieu, en direct de Washington. Il est 20h50 ici à Paris. Le débat de l'entre-deux tours va débuter à 21h, donc dans 10 minutes tout juste. Il va opposer, je vous le rappelle, les deux finalistes à la présidentielle en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Un débat qui va durer au moins 2h30. Il a été minutieusement préparé, on en a parlé. 2 journalistes vont l'animer, Gilles Boulot et Léa Salamé. Jean-Luc Manot, avant qu'on retourne voir Marie Schuster sur place, j'aimerais qu'on revienne sur le rôle des journalistes pendant ce débat. À quoi ils vont servir? Ils vont avoir un rôle d'arbitre, surtout? Ils vont passer les plats et regarder le chronomètre. Dans ce qui a été dit aux États-Unis par votre correspondant aux États-Unis, ça me donne quelque chose. Moi, je souhaite de tout cœur que ce débat soit le dernier. Qu'il n'y ait plus de débat organisé comme ça en France. Car on disait tout à l'heure, c'est un rituel, mais c'est un rituel marqué d'un archaïsme national effroyable. Enfin, mais dans quel pays on vit, où on soumet les journalistes qui vont venir à l'approbation des politiques, où il y a un député ou un conseiller départemental qui vient et qui dit non, la lumière, c'est pas comme ça, qui devient directeur de la photo dans le studio. Enfin, écoutez, par exemple, les plans de c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'aucune autre télévision, qu'aucun autre société démocratique n'accepterait. C'est à la fois ridicule, inutile et, pour dire la vérité, assez honteux. Alors, ça ne met pas en cause les 2 excellents journalistes, dont l'un est un ami, qui vont animer ce débat-là. Mais eux-mêmes disent, on n'est pas dans le rôle. Un intervieweur, ça pose des questions. Là, ils ne vont pas poser des questions, ils vont lancer des thèmes. Un intervieweur, ça dit à un moment donné, bah non, ce que vous venez de dire n'est pas exact, ou précisez-le, ça relance. Là, il n'y a pas ce droit-là. Donc, c'est vraiment un moment qui est assez archaïque. Et en même temps, il faut le regarder. Et en même temps, c'est formidable qu'il ait lieu par rapport à tous les endroits où on n'a pas ça. Vous parliez tout à l'heure de l'élection, de Orban en Hongrie. En Hongrie, M. Orban, il a parlé 2h26 à la télévision publique. Et le représentant unique de toute l'opposition, 4 minutes et 54 secondes. Donc, on se dit quand même que, même si c'est un peu archaïque, c'est mieux de suivre un débat télévisé de présidentielle en France qu'à Budapest. Ça, c'est sûr. Et on reprend d'ailleurs tout de suite la direction de la Plaine Saint-Denis où nous attend toujours Marie Schuster. Rebonsoir Marie. Ultime préparatif à ce stade. On imagine que la tension est à son maximum au sein des loges. Oui, effectivement, les 2 candidats bachotent les 8 grands thèmes de campagne qui vont être abordés ce soir lors de ce débat. Pour chaque thème de campagne, 15 à 25 minutes d'intervention. Vous l'avez dit, des interventions extrêmement codifiées, des exercices extrêmement contraints pour les journalistes et les réalisateurs. Marine Le Pen va ouvrir le bal puisqu'elle a été tirée au sort pour cela, pour l'introduction, également pour la conclusion de ce débat. Il a été codifié et négocié que chacun pourra exposer son programme sans être interrompu par l'autre. Reste à savoir si les 2 candidats se soumettront à cet exercice négocié. Verdict à 21h. Merci beaucoup Marie, et on vous retrouvera bien sûr à l'issue de ce débat d'entre-deux tours. Oui, il est 20h53, presque 54 ici à Paris. Ce débat va débuter dans un tout petit peu plus de 5 minutes. Vous pourrez le suivre en direct sur notre antenne. Débat qui opposera donc, comme en 2017, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Il nous reste très peu de temps. Un pronostic, Roselyne Febvre, pour ce soir? Ouh là là, on n'est pas au tiercé là. Non, mais
J'en sais rien. On va regarder le fond, on va regarder la forme, on va jauger l'un et l'autre. On va se souvenir de 2017. On va comparer. On va sans doute regarder si Emmanuel Macron n'est pas trop arrogant, s'il ne joue pas trop le professeur, si elle ne lit pas trop ses fiches. Est-ce qu'il y aura effectivement, alors à l'époque on n'appelait pas ça les punchlines du temps de VGE et de Mitterrand. Est-ce qu'il y aura des phrases choc? Est-ce qu'il y aura des moments? C'est ça. C'est en même temps on est dans le cirque romain, quoi. C'est-à-dire qu'on aura envie de lever le pouce ou de le baisser. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on va regarder. C'est un spectacle. Un effet cirque romain qu'on retrouvera énormément sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment. Il va y avoir très rapidement en direct plein de commentaires, de détournements, de phrases, alors des comptes de partisans, mais aussi de téléspectateurs lambda qui suivent et qui font leurs commentaires. Et ils vont être très attendus aussi sur certains sujets, notamment, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'écologie, un sujet qui a été un peu absent de cette campagne. Oui, c'est un sujet important aux yeux des Français, mais je ne suis pas sûr que ce soit néanmoins le sujet qui fasse la différence. En écoutant votre correspondant aux États-Unis, je me suis rappelé d'un débat, c'est celui de 1980, entre Jimmy Carter, qui est le président sortant, et Ronald Reagan. Et Jimmy Carter est très légèrement en avance dans les sondages, et Ronald Reagan, pendant le débat, demande aux Américains, est-ce que vous êtes mieux aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? Si oui, votez pour mon adversaire, sinon votez pour moi. Et ça pourrait être un petit peu la stratégie de Marine Le Pen, en fait, essayer de, pendant ce débat, faire comprendre aux Français que cette élection, ça doit être un référendum contre Macron, parce que c'est un petit peu sa seule chance de l'emporter. Jean-Luc Manot, effectivement, pour Marine Le Pen, c'est un aboutissement, au final, ce débat. C'est un d'années de travail ou un enterrement. Vous voyez, ça en tout cas, elle n'a jamais été aussi proche. On vous dira ça dans 2 jours, savoir si c'est Non, donc, moi, j'ai pas de pronostic, j'ai un point d'interrogation. Il y a quelque chose de très particulier dans cette campagne électorale. Je vais le résumer d'une formule. C'est qu'habituellement, ce sont les projets qui font la campagne, et là, c'est la campagne qui fait les projets. C'est-à-dire que dans la campagne, par la dynamique de campagne, les candidats changent, etc. Donc, point d'interrogation, est-ce que ce soir, l'une ou l'autre des candidats va apporter une ou 2 propositions nouvelles qui pourraient faire événement pour égayer un peu la fin de cette conversation, Jacques Chirac disait une campagne électorale, ça se gagne avec un trou le cul. Il disait donc c'est les gars qui sont le matin au bar, ils prennent le café, ils disent ça c'est un trou le cul. Bon sans être dans cette vénérant cette vulgarité, c'est quand même quelque chose qui marque dans les campagnes, l'idée nouvelle, la dernière idée. Il est possible qu'il y en ait ce soir dans ce débat, on verra bien. Et puis ce débat, finalement, Ashra en parlait, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail. Finalement, on parlait de préparation ce soir, préparation de Marine Le Pen qui s'est mise au vert, mais c'est plusieurs années de préparation, un débat. Pour elle, oui, elle sait. D'abord, elle a fait une petite chute de morale, je pense. Après, je crois qu'elle n'a jamais revisionné ce débat-là. Donc, elle en a fait même une sorte de déprime parce que ça a été terrible pour elle. Pour Emmanuel Macron, c'est 5 ans de plus, mais c'est 5 ans au pouvoir. Donc, un bilan à porter. Et pour elle, ce sera peut-être des idées nouvelles. On a vu qu'elle avait déjà mis un peu de soupline dans ses propositions sur le voile. Emmanuel Macron, d'ailleurs, aussi sur les retraites, c'est plus 65 ans, c'est 64. Donc on voit bien qu'ils s'adoucissent tous les deux au dernier moment, au dernier round. Bon, à voir. Mathieu Gallard, la réalisation de ce débat est un peu différente de celle de 2017. Il y a beaucoup de plans de coupe qu'on ne verra pas. Vous pensez que du coup, les choses seront différentes cette fois ? Sincèrement, alors j'ai pas vraiment d'idée sur l'impact que ça puisse avoir. Je doute que. On se souvient de 2017 où Marine Le Pen était en train de chercher dans ses notes. Alors ça n'avait pas plu à ça c'est dommage d'ailleurs parce que c'était trop léché. Ça va être trop léché ce soir. Oui, sans doute. Après, je suis pas certain que ça soit néanmoins sur le fait qu'elle fouillait dans ses notes que les Français se sont dit qu'elle était sûrement incompétente. Je pense que le fond posait aussi ça problème. Ça n'avait pas plu à son équipe de campagne. Ça avait été sans doute problématique, mais voilà, effectivement, c'est extrêmement cadré, trop cadré par les candidats. Et en tout cas, oui, pour rebondir sur la question sur l'écologie, oui, ce sera un des 4 thèmes, je crois, qui vont être abordés, qui ont été sous-traités pendant la campagne. 3% de l'ensemble des questions posées par les journalistes selon une étude qui continue à intéresser le public, peut-être pas dans ce genre de débat, mais qui est une question d'avenir. Et pour Emmanuel Macron, oui, il y a quelque chose qui peut se jouer sur ces questions-là, notamment auprès des candidats de gauche ou Mélenchon. Des jeunes. Auprès des jeunes surtout et des électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Tout à fait. Il y aura aussi d'autres thèmes qui ont été minimisés durant cette campagne qui seront évoqués, notamment la santé. Ça fait partie aussi des préoccupations principales des Français. Oui, quand on interroge les Français pour savoir ce qui les préoccupe, il y a le pouvoir d'achat qui écrase tout, mais derrière, on a un bloc de 4 grands enjeux qui sont l'immigration, l'environnement, la santé et il m'en manque un. Mais on a 4 autres enjeux qui sont quand même important aux yeux des Français, et donc c'est vrai que c'est important qu'on en parle, parce que le pouvoir d'achat, ça n'est néanmoins pas tout dans cette campagne électorale. Et on suivra ça de très près. Ce débat va commencer dans quelques minutes. Vous allez le suivre en direct sur notre antenne. Vous allez donc rester sur France 24. Merci beaucoup à tous les 4. Merci Ashrène Verdian. Merci Jean-Luc Manot. Merci Mathieu Gala. Merci aussi Virginie Hertz, chroniqueuse internationale sur France 24. On va dans quelques instants, donc Ashrène, prendre la direction de la plaine où se déroule en ce moment ce débat. Et puis, juste après, on retrouvera Audrey Racine et ses invités pour débriefer ce qui s'est dit ce soir. Voilà, et le débat de l'entre-deux tours est sur le point de débuter.